Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci au réseau Art Nouveau et à Urban de m'accueillir. Le sujet que je vais aborder est un sujet qui pourrait évidemment, qui est un peu difficile de résumer en 20 minutes, donc je vous demanderai d'être tolérant aux raccourcis que je vais devoir faire pour essayer, en tout cas, de faire passer certaines idées. La question donc que je me suis posée est de savoir si la Charte de Venise et la Déclaration de Turin s'appuient sur une vision peut-être trop formelle et esthétique du patrimoine. Alors très rapidement, parce que ce sont des textes que vous connaissez, la Charte d'Athènes qui date de 1931, voilà en quelques lignes, qui est vraiment l'élément, le texte fondateur de la conservation-restauration du patrimoine contemporain. Si on la parcourt très rapidement, parle de restauration de monuments, de dégradation physique ou de questions de sécurité, mais donc des questions qui sont strictement matérielles. Hormis, d'ailleurs, une mention que l'on doit à Jules Destrée, qui était juriste, et qui dit que les œuvres d'art et les monuments doivent respecter la notion d'attachement des peuples eux-mêmes. La totalité de ce texte, qui a été rédigé fondamentalement par des équipes d'architectes, est un texte qui porte sur la matérialité. La Charte de Venise, dont on a parlé plusieurs fois déjà hier et aujourd'hui, qui date de 1964, deuxième congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques, dont on voit ici une photo, et qui a précédé de quelques mois la création d'ICOMOS en 1965, reprend d'autres considérations, mais se base toujours sur des recommandations ou émet des recommandations qui restent techniques, parle fondamentalement de l'importance de la matérialité et revient systématiquement à la notion de monument. Hormis l'article 3 qui parle de la nécessité de sauvegarder tout autant l'œuvre que le témoin de l'histoire, c'est la seule mention que l'on retrouve ici d'une notion immatérielle ou d'une question de valeur. La déclaration de Turin en 1994, liée à l'Art Nouveau, on en a aussi amplement parlé, reprend dans la même ligne des recommandations techniques, l'importance de la matérialité et se réfère strictement à la notion de monument, à l'exception d'une phrase qui introduit la notion de valeur d'ancienneté, la valeur historique, la valeur artistique et la valeur symbolique. Donc là, on a quand même une petite ouverture vers des questions immatérielles. On reste fondamentalement dans tous ces textes dans le fameux triptyque histoire, mémoire, monument. Néanmoins, la question de patrimoine existe déjà et est déjà introduite dans notre domaine depuis les années 80. Elle n'est étrangement pas introduite dans les dernières ou dans la dernière déclaration de Turin. C'est des notions qui sont abordées dans les différents pays européens. Ici, je vais parler spécifiquement du cas de la France, qui est peut-être un peu plus proche de ma culture ou de ma formation. On en parle depuis les années 80 par ce livre important, La politique du patrimoine, mais ça a été popularisé de façon un peu plus ample dans les années 90 grâce au livre de Françoise Choët intitulé L'allégorie du patrimoine. Et depuis lors, on parle régulièrement plutôt de la notion de patrimoine. Le patrimoine est le reflet de la façon dont une société donnée se représente son propre passé et son avenir à travers ce qu'elle estime vouloir transmettre. Il peut être de nature très diverse, des monuments, mais aussi des œuvres artistiques, culture, histoire, langue, système de valeurs. Vous savez d'ailleurs que le ministère à Urban qui traite de ces questions a changé de nom pour passer de la direction des monuments et sites à la direction du patrimoine culturel, signe effectivement de l'accompagnement de ce changement de notion. On a donc, et c'est important, il faut comprendre donc que le patrimoine allie les notions les dimensions matérielles et immatérielles. Tandis que le patrimoine est la plupart du temps muet, les discours sont l'essence même de sa fabrication. En effet, toute mise en patrimoine est précédée ou accompagnée d'un discours sur l'objet concerné. C'est pourquoi l'on peut affirmer que le patrimoine est résolument performatif, n'est patrimoine que ce qui est nommé comme tel à un moment donné
ou pour le dire autrement, c'est le discours sur le patrimoine qui fait le patrimoine. Le patrimoine n'existe pas a priori, il n'est ni donné ni acquis, il se fabrique. En conclusion de cette première partie, on peut dire que la Charte de Venise et la Déclaration de Turin ne tiennent pas compte du tout de cette notion de patrimoine qui est pourtant aujourd'hui très présente dans notre travail. Pourquoi ? On parle de la notion d'autonomisation. De quoi s'agit-il ? En sociologie, le champ est un concept qui a été introduit par Pierre Bourdieu pour décrire l'autonomisation progressive et très caractéristique au XXe siècle des domaines d'activité dans la société. On va parler d'un champ politique, scientifique, littéraire, économique. C'est-à-dire que au XXe siècle, ça commence durant l'enseignement, on va entrer dans des couloirs, des disciplines, corridors, l'histoire de l'art, l'architecture, la conservation-restauration, et on va suivre des carrières qui s'accompagnent de publications, de tout un système qui nous enferme dans des couloirs extrêmement fermés, quasiment entièrement fermés. Ça n'a évidemment pas été le cas à travers les siècles qui nous ont précédés. Si on remonte, pour prendre des exemples un petit peu ici caricaturaux, au texte, à un des premiers livres d'histoire de l'architecture de Giorgio Vasari, il était peintre et architecte lui-même, et il se permettait pourtant d'écrire un traité qui était très important sur la peinture, la sculpture et les architectes. Ce sont des méthodes et des fonctionnements qui ont perduré jusqu'au XIXe siècle. Pour vous prendre encore un exemple célèbre, Viollet-le-Duc, architecte, mais aussi historien de l'architecture, qui a écrit plusieurs volumes consacrés à l'architecture gothique notamment. Ces deux domaines, et même je dirais ces trois domaines, l'histoire de l'art et l'architecture, vont se séparer très très fort au XXe siècle et vont devenir très autonomes. Et c'est ce qui explique, je pense, assez clairement le fait que les différents documents dont on vient de parler, les chartes et déclarations, n'aient plus du tout tenu compte à un moment donné des dimensions de l'histoire et de l'histoire de l'art. Elles deviennent techniques. Au XXe et au début du XXIe siècle, on observe l'existence de discours dominants portés sur l'art et l'architecture dans les sociétés modernes occidentales, reproduisant ceux des élites. Ils vont donc transmettre une histoire consensuelle, souvent linéaire, basée sur des valeurs nationales qui sont fondées sur une certaine vision de l'esthétique portée par des experts. On entre au XXe siècle dans des systèmes, effectivement, comme je le disais, très étroits, avec des modes de subventionnement, de reconnaissance, des expositions qui sont parrainées ou portées par des institutions, et aussi des modes de reconnaissance qui restent encore très, très anciens et parfois ancrés, mais très fermés sur eux-mêmes, où on s'auto-congratule, on s'auto-remet des prix, etc., dans des systèmes très fermés. On a donc eu tendance au XXe siècle, de façon très claire, dans cet enfermement, à enjoliver systématiquement le discours sur l'art et l'histoire de l'art et à encenser d'office les artistes et les architectes en les présentant même dans un système qui, en plus, comme on le sait, à dominante patriarcale, comme étant des génies. Et en général, on parle de génies hommes. Voici les quelques figures de l'art nouveau qui sont ces génies de nos différents pays. Je n'ai pas besoin, je pense, de les nommer. Cette vision selon laquelle l'artiste homme serait supérieur seulement du fait de son genre est très courante pour l'époque. On pensait par ailleurs que seuls les hommes pouvaient être des génies, des maîtres, des visionnaires, et donc que seuls pouvaient révolutionner le monde de l'art. Mais surtout, ces limites définies par la critique ont pour résultat d'isoler l'objet d'art dans un vide métaphysique indépendamment de tout rapport extérieur avec la terre, le travail et les classes sociales. Ce sont des citations que je reprends ici. Et donc, effectivement, on a eu tendance au XXe siècle à décontextualiser complètement les objets d'architecture et d'art qu'on traite techniquement. Tout ça se marie parfaitement bien avec ce qu'on appelle le tourisme, le city marketing, puisqu'il s'agit aussi de ne surtout pas aborder des sujets qui pourraient fâcher, puisqu'on doit promouvoir le développement, et fonctionne très bien aussi avec le développement exponentiel des réseaux sociaux et d'images qui nous inondent et qui sont parfaitement délirantes à l'heure actuelle. Nous avons peut-être traversé jusqu'à présent ce qu'on pourrait appeler
voilà, c'est un petit clin d'œil, les 30 glorieuses de l'art nouveau, c'est-à-dire qu'on a, plus ou moins des années 90 aux années 20, restauré, un peu sans se poser de questions et en considérant que l'art nouveau était unanimement fantastique et merveilleux, la quasi-totalité de notre patrimoine majeur de l'art nouveau dans nos villes principales. Ici, une image à Barcelone où le fait même de restaurer devient un outil de développement promotionnel et touristique. Quelle est l'évolution actuelle de notre domaine, aussi bien l'histoire de l'architecture que la restauration-conservation? Plusieurs publications récentes nous invitent à repenser ou à revisiter l'historiographie de l'architecture en cherchant à dépasser les approches monographiques, la critique des édifices ou un récit des courants architecturaux uniquement sur des critères stylistiques. Elle se donne pour enjeu d'appréhender le champ architectural au prisme des préoccupations sociétales actuelles. Diversifier les objets de recherche, sources, terrains, méthodes et pratiques afin de décentrer nos regards et de désoccidentaliser, voire déseuropéaniser nos approches. Il s'agit pour être critique sur la production du patrimoine. Il s'agit donc d'être critique sur la production du patrimoine en reconnaissant que ce dernier a eu, de fait, des usages politiques soutenant nationalisme, impérialisme, colonialisme, élitisme culturel, triomphalisme occidental et exclusion sociale fondée sur les classes et les ethnies. C'est un petit peu fort, mais voilà. Redonner voix, essentiellement, c'est de ça qu'il s'agit, aux acteurs et actrices du patrimoine qui ont été exclus des processus de patrimonialisation au cours du XXe siècle et du début du XXIe siècle. On ne peut pas ne pas citer Deborah Silverman, qui donne des cours sur l'histoire, l'art et la culture en Europe moderne en Californie, qui a comme avantage d'être justement en dehors de notre circuit européen et qui s'est donc peut-être permis, avec ce qui nous a paru pendant quelques années très choquant, ça a fait beaucoup de bruit dans nos milieux, d'émettre une nouvelle vision sur l'art nouveau, notamment français, par un ouvrage qu'elle a publié en 89, entre 89 et 1992, et aussi en ce qui concerne la Belgique, dans le cadre d'un article publié en 2011, spécifiquement sur l'art nouveau et les liens avec la colonisation. Alors évidemment, on le sait, puisque nous sommes très experts dans notre domaine, qu'il y a des erreurs, des références et des erreurs voilà, dans son discours historique, c'est clair, mais ça a comme, comme force d'avoir justement mélangé les domaines d'interprétation, puisqu'elle lit aussi toutes des questions de psychanalyse et de mémoire collective, le fait aussi qu'elle soit en dehors de notre système fermé lui a donné la liberté d'émettre des idées qui ont été, en général, il faut le dire, assez mal reçues, mais qui sont malgré tout très fortes et qui sont en train de s'ancrer profondément dans notre culture actuelle. Au point qu'en 2023 et en 2024, déjà, plusieurs ouvrages et expositions, je parle vraiment pour Bruxelles, ont commencé à aborder ces différentes questions. Voilà, l'exposition Kayosiva Style Congo, l'exposition qu'Urbain a montée sur l'art nouveau, un art pour toutes ou tous, et certains articles du livre et de l'exposition qui a été consacrée à Horta au Palais des Beaux-Arts tout récemment. Alors, je ne vais pas me permettre, évidemment, de parler de pays et de villes et d'architectes que je connais mal, mais ces questions ont été soulevées assez récemment. Gaudi, on le sait, était très à droite, très conservateur et a aussi émis des textes qui peuvent éventuellement poser problème par rapport à la société actuelle. C'était aussi un catholique fervent et on parle quand même de la Sagrada Familia qui est une cathédrale avec ce que ça porte. Donc c'est, oui, certes, splendide, extraordinaire, mais quelles sont les valeurs qu'un bâtiment tel quel porte et est-ce que nous nous y retrouvons ou pas ? J'ai parlé hier de la question de la fameuse table du Rhin d'Émile Gallé. Alors j'ai appris justement qu'elle n'est plus dans cette configuration actuellement puisqu'elle est en train d'être replacée dans le musée en lui donnant une valeur effectivement plus importante par rapport à sa signification. Mais c'est une œuvre qui est complètement entourée de chardons qui sont le symbole de la Lorraine et qui exprime justement le fait que le Rhin sépare les barbares germains
des Gaulois dans un mouvement nationaliste. Voilà, je vais encore une fois aller très vite, puisqu'on sait que l'école de Nancy découle assez directement de l'école de Metz, qui avait été, à un moment donné, qui a dû arrêter ses activités et dont le territoire a été repris par les Allemands. Et donc, ça a créé évidemment un effet de revanche, qui est peut-être une des motivations aussi de l'Art nouveau de Nancy. Je ne vais pas non plus m'attarder sur ce qui a fait polémique l'année dernière à Vienne, le passé et les liens entre Joseph Hoffmann et le nazisme. On sait qu'il a clairement collaboré au régime en réalisant des bâtiments, des objets de design, des festivités pour le régime nazi. Voilà. En ce qui concerne la Belgique et Bruxelles, il y a plusieurs choses qui peuvent aussi être aujourd'hui énoncées. On l'a un petit peu déjà exploré, mais notamment la question des liens entre Victor Horta et la colonisation. Alors très vite, je voulais vous lire une phrase qui est dans les mémoires de Victor Horta. Donc il dit, page 77 du livre qui a été publié dans les années 80, « Ce fut en 1895 que je reçus la visite d'un monsieur dont le nom au moment de la présentation m'échappa, mais qui me parut bien nerveux. Nous prenons rendez-vous aux écuries du roi, où il avait son bureau au premier étage. Le lendemain, je sus que je me trouvais en présence du secrétaire général du Congo. » Alors, vu l'importance de Van het Velde, qui est, non pas comme on l'a dit d'ailleurs hier, un diplomate, mais l'administrateur général de l'État autoproclamé indépendant du Congo, avec, comme on le sait, des entreprises qui avaient pris la main de ce territoire où se retrouvait notamment Van het Velde lui-même comme actionnaire, plus Léopold II et plus plein d'autres. On ne peut pas ni douter qu'il était considéré à l'époque une des personnes qui devait faire trembler et des plus importantes du pays. Et c'est absolument improbable qu'il soit dans la rue, aller frapper à la porte de Victor Horta. Quand on étudie ses archives et ses mémoires, on voit les missionnaires qui travaillent pour lui et c'est les gens qui viennent le retrouver. Il ne se déplaçait d'ailleurs même pas pour voir le chantier de sa propre maison réalisé par Horta. Donc on a là, dans les mémoires d'Horta, qui sont écrits dans les années 30, une volonté évidente d'atténuer et d'édulcorer les liens qu'il a eus avec ces personnes de pouvoir et cette politique de colonisation. Voilà, je ne vais donc pas trop m'attarder, mais Van het Velde est aussi l'instigateur et le créateur de l'exposition de 1897 qui ouvre la porte à l'Art nouveau et qui établit un lien direct entre les produits de la colonisation et l'Art nouveau dans un but absolument qu'aujourd'hui indéniable de propagande et pour familiariser, c'est probablement ça qui a déclenché la mode de l'Art nouveau à travers la Belgique. Alors je vais terminer en présentant cette œuvre due à Philippe Wolfers, qui est aussi quelqu'un qui a fort été proche de ce jeu des élites et qui a réalisé une œuvre qui est vraiment très lourde de signification. À l'origine, il s'agissait d'un coffret en ivoire qui était entouré de deux personnages, un noir, un blanc, pour signifier l'Afrique et l'Europe. Et en cours de projet, le projet évolue et devient finalement un combat entre un cygne et un dragon et va s'intituler « La civilisation et barbarie », le cygne, comme vous le voyez, prenant le dessus sur la barbarie. Donc il y a un raccourci très rapide qui se fait en cours d'élaboration où le noir devient un dragon barbare, avec donc la lourdeur de la signification que ça a en termes de racisme, mais aussi évidemment toute la rhétorique qui existait à l'époque pour pouvoir justifier la colonisation. Cette œuvre est posée sur un petit socle en onyx vert, qui est une particularité, c'est la seule œuvre de Wolfers où on retrouve ce matériau, et qui est complètement assortie au salon, à l'avant de l'hôtel Van het Velde. Donc on comprend que cette œuvre n'est pas une œuvre qui a été offerte et improvisée, elle fait partie d'un objet, elle est en fait complètement intégrée à l'architecture, et elle s'est retrouvée très vite, évidemment, placée là où il était prévu sans doute qu'elle le soit, c'est-à-dire au centre de l'hôtel Van het Velde. Vous voyez même d'ailleurs, il y a un tapis qui semble y conduire assez directement. Elle est au centre du bâtiment, elle est tout le programme, toute la justification de cette politique menée encore une fois par un des hommes les plus puissants de l'époque et peut-être un des plus terribles de notre histoire. Horta était exclu
des projets de Tervuren parce que très probablement il était déjà pressenti et il y a des erreurs et des incohérences dans son discours par rapport aux dates, mais il est très probable qu'il soit assez rapidement pressenti pour faire le grand pavillon du Congo à Paris, qui était un projet majeur et qui lui permettait de réaliser un petit peu l'équivalent des serres de Laken, de Bala, qui était son maître, chez qui il avait travaillé, etc. Voilà, je voulais juste vous dire qu'en gros, tous ces sujets aujourd'hui deviennent très importants et que les chartes dont j'ai parlé sont des chartes qui méritent vraiment d'être réécrites ou réfléchies et qu'il est nécessaire absolument d'y introduire la notion des valeurs. Il n'est plus possible aujourd'hui de considérer que nous sommes des techniciens et des architectes qui pouvons parler uniquement de vitrail, de carreaux, etc., sans nous poser la question de savoir qui sont les commanditaires, pourquoi on le fait, quelles sont les valeurs qu'on véhicule, est-ce qu'il y a, dans notre cas, du racisme structurel qui est encore exprimé à travers ceci, est-ce qu'il y a des notions indépendantistes ou nationalistes qui encore émergent, est-ce que tout ceci est constructif et intéressant? Les architectes et restaurateurs ont aujourd'hui une responsabilité, y compris quand ils restaurent de la matière architecturale. Je vous remercie.